Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Pokémon le dessin animé? Ouais, je comprends. Pareil. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez d'écrire des grandes théories dans l'espoir un petit peu vain de rendre tous les dessins animés pour enfants matures? Oui, bah, j'ai quelque chose pour vous. Mais avant qu'on commence... Hé, toi! Oui, toi! Est-ce que ça te dirait de connaître l'histoire d'une illustratrice colombienne qui a crié sur tous les toits qu'elle a animé 35 minutes du dernier Miyazaki, toute seule? Eh ben oui, bien sûr, mais niveau source, moi j'ai trouvé qu'une seule interview, et elle est toute en espagnol, et moi j'ai fait allemand LV2, alors bon... N'en dis pas plus, laisse-moi te parler du partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone, c'est votre nouveau compagnon, venu libérer vos capacités linguistiques naturelles en vous enseignant une langue de façon immersive et intuitive. Rosetta Stone s'appuie sur une méthode d'immersion qui vous permet de voir, entendre, parler, lire et écrire uniquement dans la langue choisie, et tout ça à votre rythme. Una niña. Una niña. J'y suis presque. Un total de 25 langues est disponible, dont le japonais, qui vous permettra d'enfin pouvoir comprendre de vous-même les plus scandaleux des isekai, y compris ceux que personne n'ose sous-titrer. Perfectionner vos compétences en anglais vous permettra par exemple de mettre la lumière sur des communautés pleines de gens avec lesquels être en désaccord direct. Grâce aux exercices basés sur la reconnaissance vocale, vous pourrez même y mettre les formes. Rosetta Stone saura vous accompagner dans tous vos futurs voyages et pourrait même devenir la base d'une expatriation. El niño bebe. El Niño Bébé. Vous pouvez dès aujourd'hui essayer Rosetta Stone en profitant d'une remise exclusive de 50% sur tous les abonnements, y compris l'abonnement Lifetime, donnant accès à vie à 25 langues, en cliquant sur le lien présent dans la description et en commentaire épinglé. Comme ça, à vous un potentiel illimité de débat sans aucune fin. Viel Spaß beim Ansehen. Je ne sais pas si c'est un plaisir spécifique aux gens qui sont maintenant des trentenaires, mais il y a quelques années de ça, c'était très à la mode d'essayer de surécrire des fanfictions en parallèle d'œuvres populaires. Des histoires entre gros guillemets canon à un niveau un peu méta, censé expliquer des trous dans le scénario, sous un regard adulte et mature. Ça, c'est la version sympa et compatissante. Et optimiste. La vérité, c'est plutôt un truc de style incapable de grandir, des grands adultes paumés essaient vainement de faire vieillir les dessins animés de leur enfance avec eux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des théories qui viennent nous dire que tous les Razmoket sont morts, que Bob l'éponge est au purgatoire, et que même les parrains de Timmy Turner sont décédés, et qu'il est la cible d'un... ouais... Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont une certaine opinion sur Aquali. Non mais, est-ce que vous saviez qu'en termes de reproduction humain et Poké, toutes ces histoires ont pour point commun de reprendre un univers enfantin et d'y ajouter une bonne grosse dose de violence symbolique. En général, complètement démesuré. En même temps, grosse défense, gros HP, acide d'armure. Théoriquement, Aquali, il est fait pour en... La finalité de ce bazar, c'est en général des gens, sur internet, qui baragouinent des trucs à propos d'enfance détruite, parce que c'est trop choquant, quoi. Dis donc. Après, c'est vrai que c'est drôle. Non mais j'entends, c'est sympa de voir une lecture d'œuvre qui change quand nous-mêmes on évolue. Sauf que... vous savez ce que ça fait, un millénial qui assume pas d'écrire des histoires sur le dessin animé Pokémon? Eh ben ça n'utilise tout simplement pas le mot fanfiction du tout. Ben non, fanfiction ça fait pas assez genre, c'est pas assez chic, c'est pas assez rigoureux. Fanfiction c'est tout juste bon pour ces dégénérés sur AO3 qui pensent dans le fond qu'à ce Kagebunshin le jutsu. Collectivement, nous on fait de la recherche sérieuse basée sur des trucs vérifiables. Nous on utilise le mot théorie et on fait des vidéos YouTube de 2 heures. C'est comme ça qu'est née une des plus grosses confusions de masse des années 2010. Voire même des années 2000 en fait. La théorie du coma de Sacha dans Pokémon le dessin animé. Un petit texte souvent rapporté, systématiquement amplifié, dans lequel en gros on nous raconte que Sacha est cloué dans un lit d'hôpital et que toutes ses aventures sont des pensées diffuses d'un enfant mourant. Au bout de quelques minutes de recherche de sources pas claires qui redirigeaient les unes vers les autres, un petit peu comme l'arbre généalogique d'un habitant du Médoc, j'ai pu retrouver ce que je pense être le point d'origine du récit. On est en 2008 sur un forum dédié aux cartes à collectionner. Ce jour-là, à 20h14 heure locale, un utilisateur sous le pseudonyme de Just McNew poste le message maudit. Il contient le tristement célèbre texte dans une balise citation, exactement comme le ferait quelqu'un qui assume pas ce qu'il vient d'écrire. Le message comprend au passage un détail qui n'est présent nulle part ailleurs que dans cette version, à savoir du contexte. Une en-tête qui raconte qu'un anonyme en études de psycho a fourni une explication du monde de Pokémon à quelqu'un qui se trouve porter par coïncidence le pseudonyme de Shiny Espion, littéralement mentally chromatique.
Et là déjà, 16 ans plus tard, je puis dire que c'est pas exactement le trait d'esprit que tu penses que c'est en l'écrivant, Monsieur Just McNew. Premièrement, et ça c'est moi qui suis de mauvaise foi, mais c'est parce que un étudiant anonyme en psycho, ça a quand même des grands airs de un terminal en section européenne. Sans aller jusqu'à pas prendre au sérieux des explications que j'ai jamais demandées, je trouve ça très rigolo. A-t-on jamais su pourquoi le rythme et le développement de l'histoire ont changé après que Sacha ait été frappé par la foudre dans les premiers épisodes? Comment Sacha et son monde étaient relativement normaux jusqu'à l'incident? J'ai une théorie. L'accident de vélo qui a plongé Sacha dans le coma. Quelques jours plus tard, on l'a retrouvé et on l'a emmené d'urgence à l'hôpital, où il a été traité avec de lourds médicaments. C'est pourquoi la Team Rocket est devenue moins menaçante. Les médicaments ont fait effet et ont stabilisé ses rêves dans le coma. Au lieu d'être terrifiants, ils sont devenus idylliques, et il a pu vivre ses fantasmes de maître Pokémon. Alors pour commencer, j'ai quelques objections. À commencer par le fait que le rythme et le développement de l'histoire du dessin animé n'ont pas changé, en fait, après que Sacha se soit fait frapper par la foudre, mais même pas un peu. J'entends qu'on s'acharne pour déceler des trucs entre guillemets cachés, mais que ce soit avant ou après l'accident, à ce stade de la série Pokémon, y a rien qui change, du tout. Ou alors faut être précis et donner des exemples. Si c'est de Pikachu dont on parle, on devrait au moins tenter de faire corréler ça avec tous les Pokémon désagréables de Sacha. D'ailleurs, je sais pas trop ce que vient faire la Team Rocket là-dedans. Elle apparaît pas dans l'épisode 1 du tout, Sacha l'a donc techniquement jamais vu. Mais passons. À partir de l'épisode 57, on introduit même Butch et Cassidy qui sont la Team Rocket mais plus méchante et plus efficace. Et surtout, rétrospectivement, Sacha il est devenu maître de la ligue à Alola et ça l'a pas réveillé ou je sais pas quoi. Et je vais pas non plus vous faire un dessin sur la peur de la bicyclette de Sacha, qui apparemment ne remonterait plus jamais dessus, parce que ce serait un rappel à son accident terrible. C'est mignon, sauf que, qu'est-ce que j'en fais de l'épisode 34, sobrement nommé La bande des bicyclettes? Ouais, je sais que ça impressionne, ouais, la réalité du dessin animé Pokémon, elle est trop méchante. Et je vous arrête là, à partir de là, je pouvais pas simplement m'amuser à débunk une fanfiction pendant toute une vidéo de 10 minutes. Déjà parce qu'elle fait quelque chose comme 3355 mots, ce qui me prendrait quelque chose comme 20 minutes ne serait-ce que pour la lire. Surtout si la plupart des choses peuvent se résoudre par un non mais c'est la logique des jeux. Vous voyez, là je viens de le dire une fois et tout le monde trouve déjà ça extrêmement lourdingue. Pour vous, j'ai quand même sélectionné mes passages préférés. De même, le socialisme mondial peut s'expliquer si vous réalisez une fois de plus qu'il s'agit d'un monde imaginaire. Sacha a imaginé un système de gouvernement sûr qui fonctionnerait sans heurts et permettrait au monde de continuer à fonctionner comme il le fait. Je sais pas si c'est exactement le premier truc auquel je pense quand j'écris une fanfiction. En tout cas, pas directement comme ça au 3e paragraphe, avant même de parler de Pokémon. Sacha, 10 ans, dans le coma socialiste. D'autant plus que ça voudrait dire que Sacha, 10 ans, il imagine une utopie socialiste, mais elle a donc besoin de la pègre pour tenir debout. Qu'est-ce que tu racontes, Daniel ? Pierre est la sexualité refoulée de Sacha. Il est tombé dans le coma alors qu'il était vierge et avait besoin d'un exutoire pour ses frustrations sexuelles croissantes. Puisqu'il ne peut jamais faire l'expérience du sexe, Pierre ne peut jamais réussir. Pierre est une projection de sa sexualité, et il est constamment abattu parce qu'il n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Après, tu sais, y a pas de mal à être puceau à 10 ans. Je sais que TikTok aimerait te faire croire le contraire, mais en vrai, ça va. Les Pokémon de l'équipe de Sacha représentent ses problèmes. Par exemple, Dragonfeu représente sa libido, et non sa sexualité comme Pierre. Au début, c'est une chose mignonne et facile à contrôler, mais elle finit par devenir un enfer de désobéissance. Non, effectivement. En même temps, tout le monde a du mal à contrôler son Dragonfeu, passé un certain âge. Il a 2 formes méga et 1 gigamax. Non mais, je vois tout à fait l'analogie. Ondine est l'image que Sacha se faisait d'une fille. C'est probablement elle qui l'a aidé à se rendre à l'hôpital. J'ai une théorie qui va dans le même sens. Puisque Ondine était sa première amoureuse, même si ce n'est qu'inconsciemment, il avait besoin qu'elle atteigne un certain niveau de féminité. En pratique, il s'est avéré qu'il ne pouvait pas y faire face, et qu'il voulait juste la Ondine normale, arriviste et arrogante qu'il connaissait, et qu'il ne la laisserait plus garder Togepi. Alors faut choisir, soit Sacha a été retrouvé plusieurs jours plus tard, soit c'est Ondine qui l'a ramené direct. Mais c'est pas les deux. Ce qui est formidable, c'est que c'est toujours pompeux, mais absolument jamais clair. Le mec, il pourrait faire des phrases simples, mais non, si c'est lisible, c'est tout de suite beaucoup moins mystérieux. Et quoi qu'on en pense, ça fait partie du charme des creepypasta des années 2000. Comme vous l'aurez compris, à l'image de 2 ou 3 trucs sur Sacha, c'est une théorie fort pleine de trous. Et vous vous dites peut-être que j'en fais trop, mais il n'en est rien. La vérité, c'est que je sais pas trop pourquoi, tout le monde a pris ça
très au sérieux. Et si j'avais dû avoir une petite pièce à chaque fois que j'étais tombé sur un épisode d'hallucination collective sur fond de fanfiction ridiculement sombre, j'aurais 2 petites pièces. C'est pas beaucoup, mais c'est bizarre que ça arrive 2 fois. Et cette fois-ci, et contrairement à la panique du comics anti-avortement Zootopie que je vous conseille, c'est arrivé jusque dans notre belle Europe. Et c'est fou à quel point ce truc survit bien, à condition qu'on ne considère que ce qui se tient et qu'on occulte tout le reste. C'est exactement ce qui s'est passé et qui continue de se passer. Quand tu fais des recherches sur la manière dont ça s'est propagé entre 2008 et maintenant, la première chose sur laquelle tu tombes, c'est des forums. Après tout, c'est logique, pour une théorie née sur un forum elle-même. Eux, ces gens-là, ils forment ensemble le premier maillon de l'information, ce par qui tout devient visible en premier. On trouve des avis, des réactions souvent à chaud. Dès le début, il y a eu des gens pour trouver ça complètement débile et qui n'ont pas manqué de le faire savoir. Plus récemment, je remarque aussi que parler d'une théorie du coma sur Reddit fatigue tout le monde à une vitesse record. En second, il y a les youtubeurs qui se sont réappropriés cette histoire, en bien ou en mal. C'est là que ça commence à coincer, puisque non content de la raconter sur un ton sérieux, on se met à en faire des analyses tout aussi daubées. Parmi ceux-là, on trouve des gens comme moi, mais aussi comme Bob Lennon. Pas mal en fait, parce qu'elle ne comporte pas beaucoup de trous lorsque tu l'examines de près et lorsque tu l'appliques un peu à tout, surtout à la suite, notamment à la suite de ces événements. Et on remarque en fait, c'est plus compliqué que ça, hein. Je donnerai peut-être le lien vers le site internet qui en parle, mais c'est vraiment bien construit, bien expliqué, c'est en anglais, mais il y a vraiment toutes les preuves qui vont juste derrière, hein. Tu vois le gouac ? Non Bob, y a pas vraiment gouac. 652 000 vues, moi aussi ça me fait bien marrer. Mais le récit que fait Bob ne mentionne absolument pas l'utopie socialiste, ni la quéquette à Dragonfeu, ou même tout simplement la fin de l'histoire, hein, c'est étrange, non ? YouTube a beaucoup évolué avec le temps sur les 15 dernières années, et en revoyant ces images d'une certaine nostalgie. Toutes les vidéos sur le coma de Sacha ont un point commun, à savoir tout analyser dans cette fiction sous un regard qui se tient pas vraiment, étant donné qu'on prend que ce qui nous fait plaisir. On se contente vainement d'éléments déconnectés pour faire des choses sérieuses. Oh là là, enfance de détruite. Avec tous ces éléments, je vais pouvoir vous expliquer la dite théorie. Si on retire la logique du dessin animé pour enfants, normalement lorsque quelqu'un se fait frapper par un éclair, logiquement cette personne meurt, mais il y a 1 gramme de chance pour que la victime tombe dans le coma. Dans le coma. J'ai une petite tendresse pour ces vieilles vidéos. Ça sert à rien d'être cynique avec. Plus j'en revois, plus je me dis qu'elles font partie d'un contexte. De surcroît, très important. Neptenio, 10 ans plus tard, c'est un prince de l'animation sur le YouTube français. Dans le coma! Mon sous-sous dans le domaine, c'est cet instant durant lequel des petits malins présentent la théorie à la comédienne américaine de doublage de Sacha. That makes a lot of It's a rock solid theory. That's a rock solid theory. That's a There's a geodude. ton of support online. Really? I must check that out. I agree. Regardez comme elle a l'air convaincue. Non mais en même temps, ils auraient pu faire un effort. Ils ont même pas pris la peine de lui expliquer qu'en fait, Giovanni c'est le père de Sacha, et que le professeur Chen c'est le père de Sacha, et que Monsieur Mime c'est le père de Sacha. Elle aurait tout de suite été beaucoup plus convaincue. En 3e maillon de la chaîne de l'information, il y a aussi tout un tas de sites généralistes d'un certain goût, dont l'objectif n'est plus du tout d'analyser quoi que ce soit, maintenant faut faire du clic. Allociné qui nous gratifie d'un résumé tout à fait frauduleux, mais d'une mention plausible. On l'a fait cela dit pas au lectorat d'Allociné, qui a pas hésité à signaler que ce genre d'article, c'était bien en 2010. Bah quoi, c'est l'idée que toutes les teams de méchants ce soit systématiquement le père de Sacha qui vous gêne ? Mais je comprends pas. Il y a même Dexerto qui a tenté un truc en avril 2023, 15 ans plus tard, histoire de faire des données sur une référence toute fatiguée, en se basant sur un commentaire Reddit en plus. Pokémon Les Horizons ressuscite la théorie du coma de Sacha avec l'héroïne Liko. Bah oui, bien sûr, après tout, pourquoi pas. Liko du nouvel animé Pokémon aussi, elle a un starter qu'en fait qu'à sa tête. Alors là, à la fin de l'épisode, au lieu de tomber sur le ventre d'un ronflex, elle s'éclate par terre et elle est dans le coma elle aussi. Sauf que, quand tu cliques sur le lien, tu tombes sur une image qui est une capture d'écran de Twitter et bien sûr que c'est un troll, enfin. Vous êtes en train de partager quelqu'un qui a juste trollé sur Reddit. Tout le monde en a plein le dos de la théorie du coma de Sacha. Les seuls plus gros forceurs, c'est les fans de Full Metal Alchemist, ils ont une blague depuis 20 ans, qui implique une petite fille et un chien. Et enfin, tout au bout du bazar, on trouve de nos jours des TikTok dans lesquels ça raconte plus rien. Et c'est juste un visage choqué, avec une description textuelle en moins d'1 minute d'une fiction de plus de 3000 mots. Mais attention, tout reste au sérieux. Ça te claque des émotions de miniature YouTube et des grands yeux larmoyants, genre je suis choqué. Y a plus rien, c'est vide, y a plus de réflexion, y a juste une partie de la théorie en mode bateau de Thésée. On n'a pas le temps, y aura 3 phrases et des passages coupés en basse définition et en verticale. Mais les gars, soyons sérieux.
Conseil, vous auriez fait beaucoup plus de vues si vous aviez dit que dans la même théorie, James c'est l'homosexualité refoulée de Sacha. Et non, je plaisante pas, non. Le post d'origine, il est d'époque, hein, avec le mot homosexuel censuré. Je vais faire aucun commentaire sur James qui aime bien se déguiser, et qui serait donc, hein, bien sûr, quelque chose que Sacha a du mal à accepter en lui. L'enfance difficile de James est sa façon de justifier son homosexualité latente. James est l'homosexualité latente de Sacha. C'est pourquoi il est constamment puni par les Pokémon et attaqué par des filles attirantes au hasard. Je sais pas si l'auteur original est toujours étudiant en psychologie, mais là, il y a des copies que j'aimerais bien lire quand même. Le dernier point super drôle là-dedans, c'est qu'autant tout le monde s'accorde à s'acharner sur la partie analyse toute pourrie, là, quitte à oublier les détails factuellement faux, mais alors, personne, et je dis bien personne, n'a jugé bon d'expliquer que Sacha, là, à la fin de l'histoire, eh ben, il meurt. Souvent, la différence entre théorie et fanfiction, c'est finalement juste le nom qu'on décide de mettre dessus. Le pauvre gamin du Bourg-Palette, il était pas assez souffrant comme ça, avec ses problèmes de dragon-feu. C'est pour ça que sur la fin, dans un élan romantique venu de nulle part, probablement là, PON, le secret de Tarabitia. Si vous avez l'âge de comprendre cette référence, c'est qu'il est l'heure d'entreprendre des exercices pour votre dos. Il faudrait corriger votre posture quand vous êtes assis. S'il sort un jour du coma, il aura probablement atteint une sorte d'état zen. Compte tenu de la quantité de problèmes personnels qu'il gère dans sa tête, il est tout à fait probable qu'il soit le prochain Bouddha du monde Pokémon. Pardon. Il est tout à fait probable qu'il soit le prochain Bouddha du monde Pokémon et que la foudre et le coma qui s'ensuit soient un moyen pour lui de réaliser son vrai moi et sa destinée. Et bah bien sûr, hein, la politique et la psychologie de comptoir ça suffit plus. Maintenant faut aussi faire de la théologie de comptoir. Plus t'avances dans la théorie, moins ça tient debout, jusqu'à atteindre un point de non-retour final. Vous savez ce qui sauve littéralement cette fanfiction? Comme beaucoup de vidéos essais sur le jeu vidéo, je dirais qu'heureusement pour elle qu'elle est en anglais. Autrement on se rendrait facilement compte que c'est un mélange de vide et de grosses conneries. Comme on peut le voir, il est très probable que Sacha soit piégé dans son monde. Mais comme tout rêve, il y a un début et une fin. Que se passerait-il si Sacha pouvait se rétablir complètement? Que se passerait-il s'il n'y parvenait jamais? Il y a une infinité de possibilités qui s'élèvent en spirale et s'entrelacent vers le haut comme un seul point, à la fois dans son monde et dans le monde réel. Dans sa chambre d'hôpital, nous voyons Delia, manifestement désemparée, parler à un médecin au regard sinistre. Il lui dit que leur assurance a expiré, et que l'activité cérébrale du garçon n'a pas changé depuis 7 ans, qu'un tel choc pourrait le réveiller. Elle accepte en pleurant. Le professeur Chen est là pour la réconforter, pendant qu'il débranche Sacha. Pendant ce temps, dans le monde de Sacha, Sacha a finalement vaincu le Conseil des 4, et un par un, les gens autour de lui commencent à disparaître. Pikachu se précipite vers lui et brille de plus en plus fort dans l'obscurité. Finalement, Pikachu atteint Sacha et les deux se font un ultime câlin. De retour dans sa chambre d'hôpital, alors que ses signes de vie s'estompent, Sacha a le droit à un toucher rectal. Excusez-moi. Sacha murmure ses derniers mots. Je veux être le très meilleur. Bah quoi? Bah oui, je veux être le très meilleur, c'est la traduction la plus littérale et la plus pourrie possible de I wanna be the very best, qui est la première phrase du générique américain de Pokémon. Et c'est ça qui me dérange. Si quelqu'un de français, n'importe qui, s'était cassé le dos à l'adapter pour de vrai, on aurait eu une histoire prise au sérieux par tout le monde, dans laquelle il y a un décès d'enfant de 10 ans qui, dans son dernier soupir, lâche un bon gros « Un jour je serai le meilleur dresseur !» Ce qui m'amuse beaucoup. Je sais pas si tu réalises, mais c'est comme mourir et avoir pour dernier mot « Digimon, petit monstre, tu es le champion. On ira, on saura sauver notre existence. » T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats. Et je vous épargne l'adaptation japonaise, hein. À ce stade, c'est très connu que leur générique, il est radicalement différent du nôtre. Mais vraiment, je peux pas m'empêcher de rêver à un Sacha qui s'en va en lâchant un bon gros « Dans le feu, dans l'eau, dans l'herbe, dans la forêt, dans la terre, dans les nuages, dans sa jupe. » Tout ça pour dire que la plupart des théories sont juste des fanfictions avec une petite dose de prétention en plus. Maintenant, la vraie remarque, c'est que je saurais pas vous dire si j'adore ou si je déteste ce que je viens de lire. J'ai une certaine sympathie pour tout ce qui a pu amener des fanfictions venues permettre à n'importe qui et sa mère de parler d'enfance détruite. Et c'était celle-là, la porte ouverte pour le faire. Vous voulez un dernier détail? Allez, soyons fous. Dans sa chambre d'hôpital, nous voyons Delia, manifestement désemparée, parler à un médecin au regard sinistre. Il lui dit que leur assurance a expiré. J'en déduis donc que ce qui a vraiment tué Sacha, c'est pas Pikachu, c'est pas l'accident, c'est pas je sais pas quoi, c'est le système médical américain. S'il avait eu une carte vitale, il aurait survécu. Et ça, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Je remercie une fois de plus Rosetta Stone pour leur partenariat. Bisous tout doux.